Chapitre 1, l'ombre de la guerre. Silu essuyait la sueur de son front en enfonçant le dernier clou dans la commode en chêne qu'il avait travaillé ces 3 dernières semaines. Son atelier de menuiserie, un garage aménagé en bordure de sa propriété, était devenu son sanctuaire après son retour de Kandahar. Le bruit rythmé des marteaux et l'odeur de la sueur fraîche éloignaient les cauchemars la plupart des nuits. Bref, l'horloge du salon sonnait 6 fois. Silas jura dans sa barbe. Le match de baseball d'Eden commençait dans 30 minutes, et il avait encore besoin de prendre une douche. Il se promit de ne plus rater un match de son fils, même si ce serait gênant de voir Laurel avec son nouveau fiancé. Alors qu'il traversait la maison en courant, Silas s'aperçut dans le miroir du couloir. À 42 ans, son visage était marqué par les rides profondes qui s'étaient dessinées autour de ses yeux, une feuille de route de tout ce dont il avait été témoin. De tout ce qu'il avait fait. Le gris parsemait ses cheveux noirs aux tempes. Il paraissait plus âgé que son âge, mais son allure militaire était restée intacte, les épaules carrées, le dos droit, le regard alerte, toujours alerte. La douche ne parvenait guère à effacer les souvenirs qui refassent surface à chaque fois qu'il pensait à Laurel. 8 ans de mariage s'étaient effondrés en quelques mois après son retour d'Afghanistan. L'armée les avait mis en garde contre les difficultés de la réintégration, mais rien ne les avait préparés au silence qui s'était installé entre eux, tel un tiers dans la pièce. Silas était revenu de sa dernière mission transformée. La mission qui avait mal tourné dans la vallée de Korangine y avait contribué. 5 hommes morts, 2 prisonniers qui n'auraient pas dû exister selon les archives officielles, et une dissimulation qui avait atteint les plus hautes sphères du commandement militaire. Seul Silas et son ami Boyd Tessier avaient survécu. Tous deux avaient juré le secret sous la menace d'une cour martiale. Laurel ne comprenait pas pourquoi il refusait de lui parler. Comment le pouvait-elle ? Le caractère confidentiel de l'opération empêchait Silas de partager le fardeau. Il ne parvenait pas à expliquer les cauchemars qui le réveillaient en hurlant, trempé de sueur. Il avait tenté une thérapie auprès des anciens combattants, mais certaines blessures restaient insoutenables. Alors que Silas arrivait sur le parking du lycée, il aperçut immédiatement Laurel. Elle se tenait près des gradins, ses cheveux couleur caramel illuminant le soleil de fin d'après-midi. À ses côtés se tenait Dexter Walsh, son fiancé, un homme qui portait la richesse comme une seconde peau. Chaussures italiennes, montre de créateur, et ce sourire narquois perpétuel qui faisait serrer les poings de Silas malgré lui. Walsh était apparu dans la vie de Laurel avec une rapidité suspecte après leur séparation. Cadre financier aux relations politiques, Walsh avait la réputation d'obtenir ce qu'il voulait, ce qui incluait apparemment la femme de Silas, de plus en plus, son fils. Silas hocha brièvement la tête en passant devant eux, se dirigeant vers une place dans les gradins où il pourrait regarder Eden jouer sans être obligé de bavarder avec l'heureux couple. Il remarqua la façon dont Eden le regarda brièvement avant de se détourner, faisant semblant de ne pas le voir. Cela lui fit plus mal que toutes les blessures physiques que Silas avait reçues au combat. Au fil du match, Silas observa la façon dont Walsh posa la main avec possessivité sur le bas du dos de Laurel. Sa façon d'encourager Eden avec un enthousiasme qui semblait calculé plutôt que sincère. Quelque chose chez cet homme avait toujours déclenché des signaux d'alarme chez Silu, mais il ignorait cela par jalousie. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque Boyd l'avait appelé pour lui apporter une information qui allait tout changer, « J'ai enquêté sur le nouveau compagnon de ton ex », avait-il dit d'une voix basse et sérieuse au téléphone. Il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose qui a un lien avec ce qui s'est passé à Koringal. La révélation avait fait l'effet d'une grenade dans la vie soigneusement reconstituée de Silu. Si Boyd avait raison, et Boyd avait rarement tort, alors Dexter Walsh n'était pas seulement l'homme qui avait volé sa famille. Il était bien plus dangereux. Alors que l'équipe d'Eden remportait la victoire, la foule explosa d'acclamations. Silas regardait Walsh embrasser son fils avec une familiarité qui le fit bouillir de rage. La partie était terminée, mais une bataille d'un autre genre ne faisait que commencer. Chapitre 2. Vérités enfouies. 5 ans plus tôt, Silas avait mené son escouade à travers les défilés étroits de la vallée de Korangal pour ce qui devait être une mission de reconnaissance de routine. Les renseignements avaient signalé une activité insurrectionnelle dans un petit village niché dans les montagnes, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils découvrirent. L'équipe, composée de Silu, Boyd, Mick, Donag, Ramon Alvarez,
Cooper Webb et Liam Richter, s'étaient approchés du village à la faveur de la nuit. Ce qui avait commencé comme une reconnaissance s'est rapidement transformé en autre chose lorsqu'ils ont découvert non pas des insurgés, mais des entreprises militaires privées américaines retenant 2 civils afghans prisonniers. Ces entreprises travaillaient pour Obsidian Security Solutions, une entreprise privée bénéficiant de contrats lucratifs avec le ministère de la Défense. Elles interrogeaient les civils sur l'emplacement d'une cache d'armes disparue dans une base voisine. Des armes qui, si elles étaient tracées, révéleraient une opération de marché noir élaborée, menée par de hauts responsables militaires en collaboration avec Obsidian. Lorsque Silas et ses hommes intervinrent, le chaos éclata. Des coups de feu éclatèrent. À la fin, tous les entrepreneurs étaient morts, ainsi que 3 hommes de Silas et un civil. Seuls Silas et Boyd survécurent pour rapporter ce qui s'était passé, ou plutôt ce qu'on leur avait ordonné de rapporter. Le colonel Thaddeus Greenwich, leur commandant, était arrivé par hélicoptère quelques heures plus tard. Ses instructions étaient claires. Le rapport officiel indiquerait qu'ils avaient affronté des insurgés, rien de plus. Les corps de l'entrepreneur furent enlevés. Le civil survivant disparut et Silas et Boyd furent séparés pour un débriefing. « Vous comprenez ce qui se passera si ça se sait ?» avait demandé Greenwich d'une voix étrangement calme, debout au milieu des corps de leurs camarades tombés au combat. « Il ne s'agit pas seulement de vos carrières. Il s'agit de sécurité nationale, de stabilité de la région. » Mais Silas savait qu'il s'agissait de protéger des hommes puissants qui avaient transformé la guerre en source de profit. Des hommes comme Greenwich. Des hommes, comme Silas le découvrirait plus tard, comme « Nous aurons besoin de ton aide pour identifier des emplacements potentiels. » Silu hocha la tête, comprenant que les conséquences de l'opération de Walsh continueraient de les marquer pendant un certain temps. « Moi non plus, admit Silas. Mais ils le méritaient. Leur famille le méritait. Pensez-vous que cela leur permette de tourner la page ? » Silas regarda la veuve d'Alvarez embrasser leur fils, devenu un jeune homme qui avait grandi sans son père. Pas de conclusion. Ça n'existe pas, mais c'est la vérité qui compte. Ils traversèrent ensemble le cimetière, leurs pas crissant sur les feuilles mortes. Depuis que le réseau de Walsh avait été démasqué, les procédures judiciaires s'étaient déroulées avec une efficacité remarquable, alimentée par l'indignation du public et l'opportunisme politique. Walsh lui-même avait été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa coopération n'avait guère atténué sa peine une fois l'étendue de ses crimes révélés. Mercer avait reçu une peine similaire, bien que son témoignage de dernière minute contre les membres restants du réseau lui ait épargné l'isolement dans un établissement de haute sécurité. Les hauts gradés impliqués dans le trafic d'armes avaient été traduits en cour martiale, renvoyés pour diffamation, dans plusieurs cas, condamnés à des peines de prison fédérale. « Comment va Eden ?» demanda Boyd alors qu'ils atteignaient les portes du cimetière. « Mieux, » répondit Silas. Le thérapeute dit qu'il gère bien la situation, tout bien considéré. Ses notes sont remontées et il envisage d'intégrer le RODC l'année prochaine. Suivre tes traces. Mon Dieu, j'espère que non, dit Silas avec un sourire radieux. Mais si c'est ce qu'il veut, je le soutiendrai. Les yeux ouverts, cette fois. Ils se séparèrent sur une poignée de main ferme. Boyd se dirigeait vers l'aéroport pour un vol retour vers le Colorado, où il avait créé une association de soutien aux vétérans axée sur les blessures morales et les dilemmes éthiques au combat. Silas se rendit à son nouvel appartement, un spacieux 2 pièces plus proche de l'école d'Eden. L'accord de garde partagé qu'il avait négocié avec Laurel offrait à Eden la stabilité de son domicile principal avec sa mère tout en lui permettant de passer les week-ends et les vacances scolaires avec Silas. Ce n'était pas parfait, mais c'était une reconnaissance sincère de leur situation actuelle, coparents plutôt que partenaires. Alors que Silas préparait la visite d'Eden ce week-end, préparant le matériel de pêche pour leur excursion prévue au lac, son téléphone sonna. Le mercredi suivant, Silas se retrouva dans la zone des visiteurs de Coleman, un immense complexe pénitentiaire fédéral du centre de la Floride. Il était arrivé en avion le matin même, expliquant seulement à Laurel qu'il avait des affaires à régler avec cette affaire. Lorsque Walsh fut escorté à l'intérieur, Silas fut frappé par sa transformation physique. Le cadre autrefois impeccablement soigné paraissait diminuer, ses costumes coûteux remplacés par une tenue de prison.
Son allure assurée se réduisait au geste prudent d'un homme habitué à surveiller ses arrières. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à une petite table, un garde étant positionné à portée de voix, mais suffisamment loin pour permettre une conversation privée. « Vous êtes venu ?» observa Walsh d'une voix plus rauque que dans ses souvenirs. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. »« Par curiosité », répondit simplement Silas. « Que voulez-vous, Walsh ?» Walsh l'observa d'un regard qui, malgré tout, restait calculateur. « Comment va Eden ?» La mention du nom de son fils dans les lèvres de Walsh déclencha une vague de colère protectrice en Silu. « Tu ne prononces pas son nom. Tu ne penses même pas à lui. » Le réseau qui avait failli détruire sa famille n'aurait pas de seconde chance. 2 jours plus tard, Silas et Eden lançaient leur ligne dans les eaux calmes du lac Morrison. La brume matinale créait une atmosphère surnaturelle autour de leur petit bateau. Ils pêchaient dans un silence confortable depuis près d'1 heure. Le rythme du lancer et du moulinet créait un espace méditatif entre eux. « Papa » demanda finalement Eden en posant sa canne. « Puis-je te demander quelque chose de sérieux ?» répondit Silas, accordant toute son attention à son fils. « As-tu parfois regretté ce qui s'est passé ?» Non pas d'avoir dénoncé Walsh et son réseau, mais tout ce qui a précédé, accepter le contrat avec Greenwich, garder le silence pendant toutes ces années. Silas examina la question avec le sérieux qu'elle méritait. « Oui » répondit-il honnêtement. « Je regrette le compromis que j'ai fait. C'était une erreur, tout simplement. » Eden hocha lentement la tête. « Mais tu as fini par arranger les choses. Tu as fait les choses bien. » « J'ai essayé » reconnut Silas. « Mais certaines choses ne peuvent pas être complètement réparées. Mes hommes sont toujours morts. Leurs familles ont vécu dans le mensonge pendant des années. Le mal était fait. » « Alors, quelle leçon en tirer ?» insista Eden. « Ne jamais faire de compromis. Toujours dire la vérité, quoi qu'il arrive. » La leçon, dit Silas prudemment, c'est que les compromis moraux ont un coût inimaginable sur le moment. Et ce courage ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreurs. Il s'agit de trouver la force de les corriger, même quand c'est douloureux. Eden sembla assimiler cela. Son expression était pensive. Avant, je pensais que les héros étaient ceux qui ne faisaient jamais rien de mal. Maintenant, je pense que ce sont peut-être juste des gens qui continuent d'essayer de faire ce qui est juste, même après avoir fait des erreurs. C'est une assez bonne définition. Silu acquiesça, ressentant une pointe de fierté face à la perspicacité de son fils. Alors qu'il reprenait la pêche, le téléphone de Silas vibra, annonçant un SMS. C'était de Boyd. Colis reçu. Contenu vérifié. Déplacement vers un lieu sécurisé conformément au protocole. Le message cryptique. Il confirma que les mesures de sécurité mises en place par Silas après sa rencontre avec Walsh étaient actives. Boîte aux lettres numériques, protocole d'urgence, contre-mesures de surveillance, les tactiques apprises lors des opérations spéciales, réadaptées à la vie civile. « Tu as quelque chose ?» demanda Eden, remarquant que Silas consultait son téléphone. « Je dis juste bonjour » répondit Silas avec aisance en remettant le téléphone dans sa poche. « Concentre-toi sur ces poissons, mon garçon. Je ne rentrerai pas les mains vides. » Tandis qu'ils poursuivaient leur paisible matinée au bord du lac, Silas s'autorisa à être pleinement présent avec son fils, chassant l'avertissement de Walsh et les ombres qu'il avait projetées. Quoi qu'il advienne, quiconque pourrait s'attaquer à lui parmi les vestiges du réseau de Walsh le trouverait préparé, mais pas paralysé par la peur. Il avait déjà perdu trop de temps avec Eden. L'avenir, aussi incertain soit-il, leur appartenait. Ce soir-là, après avoir ramené Eden chez Laurel, Silas s'assit sur sa véranda, regardant les étoiles émerger dans le ciel qui s'assombrissait. Son téléphone sonna. Bryn, qui était resté une présence constante dans leur vie, même après la fin du danger immédiat. « Comment s'est passée la pêche ?» demanda-t-elle en guise de salut. « Bien, Eden a pris 3 buts. »« Je me suis fait avoir » rit Ren. L'élève surpasse le maître. Comme il se doit. Silas marqua une pause, puis demanda, « Avez-vous eu des nouvelles par vos canaux de l'armée de l'air ? Des rumeurs sur la réorganisation du réseau de Walsh ?
Il y eut un bref silence avant que Brun ne réponde, son ton virant à la prudence professionnelle. Rien de précis, mais des changements de personnel au sein du renseignement militaire ont suscité la curiosité. Quoi? Juste par prudence, la rassura Silu. Walsh proféra de vagues menaces lors de ma visite. Tu aurais dû me prévenir que tu allais le voir, réprimanda Bren. J'aurais interféré. Je devais m'en occuper moi-même, expliqua Silas. Mais j'apprécie ton inquiétude. Après avoir raccroché, Silas effectua son contrôle de sécurité nocturne, une habitude de son service militaire qui avait pris une nouvelle ampleur ces derniers mois. En verrouillant la dernière serrure, il remarqua une petite enveloppe glissée sous sa porte. Avec une prudence méticuleuse, il l'examina sans la toucher directement. Pas de cachet de la poste, pas d'adresse visible, juste son nom écrit en lettres capitales. Muni de gants et d'un coupe-papier, il en extraya soigneusement le contenu. Une seule photo montrant Eden à l'école plus tôt dans la journée en train de jouer au baseball pendant le cours d'éducation physique. Au dos, un message écrit en lettres capitales, « Je regarde toujours ». La mâchoire de Silu se serra en examinant l'image. Pas Walsh. Puis il fut emprisonné en toute sécurité. Mais quelqu'un était connecté à lui, quelqu'un qui accomplissait son objectif ultime, maintenir Silas constamment déséquilibré, constamment inquiet pour son bien. Famille. L'espace d'un instant, la rage menaça de submerger le sang-froid de Silas. Puis, avec un calme délibéré, il emporta la photo à son bureau et la rangea dans un dossier sécurisé avec d'autres preuves qu'il avait discrètement rassemblées. Sous cette menace évidente, le messager avait commis une erreur critique. Il s'était révélé, avait confirmé leur existence au-delà des insinuations de Walsh, ce faisant, avait donné à Silu un sujet concret à hanter. Il décrocha son téléphone et appela 3 fois coup sur coup Boyd, Quinn du FBI, et enfin Brun. Chaque conversation était brève, codée, mais son objectif était clair. Le réseau qui avait survécu à la chute de Walsh allait bientôt découvrir qu'il avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'avait anticipé. Non pas un père désespéré défendant sa famille, mais un agent hautement entraîné n'ayant plus rien à perdre et n'ayant plus aucun compromis moral à faire. Alors que Silas terminait d'exposer le plan à Brun, elle posa la question qui l'aurait fait réfléchir 6 mois plus tôt. « Jusqu'où es-tu prêt à aller cette fois-ci » Silas regarda la photo de son fils, la menace implicite qu'elle représentait, et il sentit une froide clarté l'envahir. Tout au long du trajet, il répondit simplement, « Pas d'accord, pas de compromis. » Plus maintenant. Il raccrocha et retourna sur son Porsche, contemplant la paisible rue de banlieue où il avait reconstruit sa vie. Les ombres au-delà des lampadaires semblaient désormais plus profondes, plus menaçantes. Mais pour la première fois depuis Corangle, Silas se sentait étrangement en paix avec ce qui l'attendait. La vérité lui avait coûté son mariage, failli lui coûter son fils et fondamentalement changé l'homme qu'il se percevait. Mais elle l'avait aussi libéré du poids du silence, du compromis qui avait rongé son âme pendant des années. Quoi qu'il advienne, celui qui sortirait de l'ombre pour le défier ne trouverait pas le soldat brisé revenu d'Afghanistan, mais un homme qui s'était réconcilié avec son passé et était prêt à protéger son avenir par tous les moyens. Silu Vogue éteignit la lumière du Porsche et rentra à l'intérieur, prêt pour la bataille qu'il savait imminente. Cette fois, il n'y aurait ni reddition, ni compromis, ni pitié pour ceux qui menaçaient ce qui lui appartenait. Seulement un règlement de compte silencieux et implacable. C'est ici que notre histoire prend fin. Dexter Walsh, qui avait été cadre chez la maison mère d'Obsidian avant de se reconvertir dans le secteur financier. Dans le présent, Silas était assis dans son camion, regardant les familles se disperser du terrain de baseball. Son téléphone vibra, un SMS de Boyd confirmant la présence de Walsh. Même pseudonyme, même opération. La main de Silu trembla légèrement lorsqu'il démarra le moteur. Pendant des années, il avait porté le poids de cette nuit à Corangle. La culpabilité d'avoir survécu alors que ses hommes avaient échoué, la honte d'avoir participé à une opération de dissimulation. Il avait perdu son mariage, perdait son fils et avait failli se perdre lui-même. Mais à présent, alors que les pièces s'assemblaient, une froide clarté l'envahit. Walsh n'était pas un homme quelconque qui s'était installé dans sa famille. Il faisait partie du système qui avait détruit la vie de Silas et tué ses hommes. Et, d'une manière ou d'une autre,
il avait retrouvé Silas. Était-ce une coïncidence si Walsh avait spécifiquement poursuivi Laurel? Peu probable. Les hommes comme Walsh ne croyaient pas aux coïncidences. Ils croyaient au contrôle, à l'élimination des détails. Silas se rendit chez Boyd, une petite cabane en périphérie de la ville où son ami s'était réfugié après l'échec de son mariage. Boyd attendait sur le porche, une épaisse enveloppe en papier craft à la main. Tout est là, dit Boyd à l'approche de Silas. Des documents financiers reliant Walsh à Obsidian via des sociétés écrans, des manifestes de vol le situant dans une situation délicate 3 jours avant Corangle. Sur ceci, il tendit à Silas une photo granuleuse mais sans équivoque, montrant Walsh avec le colonel Greenwich. Il sait que nous avons survécu, dit Silas doucement. Il m'observe à travers ma propre famille. Boyd hocha la tête d'un air sombre. Et maintenant, il se positionne pour vous contrôler ou vous éliminer. Quoi qu'il en soit, il nettoie Greenwich. Le désordre. Silas sentit une sensation familière se propager dans sa poitrine. Non pas la peur, mais la concentration froide et calculée qui l'avait maintenu en vie au combat. Il faut agir en premier. Quel est le problème? Demanda Boyd. Silas fixa la photo, le visage de l'homme qui dormait maintenant dans son lit, élevant son fils et planifiant potentiellement sa mort. On brûle tout, répondit-il. En commençant par la vérité. Chapitre 3, le point de rupture. Le samedi suivant, Silas était assis en face d'Eden au Rosie's dîner, regardant son fils décortiquer méthodiquement une pile de crêpes. À 15 ans, Eden avait la carrure de Silas et l'expression pensive de Laurel. La ressemblance avec ses 2 parents rendait la distance actuelle d'autant plus douloureuse. Maman dit que Dex t'emmène à ce camp de technologie en Californie cet été. Dit Silu en essayant de briser le silence. Eden haussa les épaules, les yeux rivés sur son assiette. Ouais, c'est comme ça. Je croyais qu'on allait réparer la Chevrolet ensemble. C'est ton truc, papa. Pas du tout. Les miennes. Les mots le blessèrent, mais Silas comprit que la source n'était pas entièrement Eden. Le désintérêt soudain du garçon pour leur projet avait coïncidé avec la présence croissante de Walsh dans sa vie. Ta mère a mentionné que tu avais du mal à dormir. S'aventura Silas. La fourchette d'Eden s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Elle ne devrait pas parler de moi avec toi. Elle est inquiète. Elle a dit que tu faisais des cauchemars. Je vais bien. Le ton d'Eden indiquait clairement que le sujet était clos. Silu adopta une approche différente. Comment ça se passe avec Dexter? Vous vous entendez bien? Une lueur d'espoir. La peur traversa le visage d'Eden avant qu'il ne la masque. Il est cool. Il m'apprend des trucs. Quel genre de trucs? Des trucs de business. Il dit que je pourrais travailler pour lui un jour. Eden hésita, puis ajouta. Il pose beaucoup de questions sur toi. Silas garda une expression neutre malgré les sonnettes d'alarme qui résonnaient dans sa tête. Que demande-t-il? À propos de ton séjour en Afghanistan? À propos de tes amis de l'armée? Le regard d'Eden croisa enfin le sien. Il dit, tu as fait des bêtises là-bas. Silas sentit sa poitrine se serrer. A-t-il dit quoi? Non, juste que tu n'étais pas le héros que maman pensait que tu étais quand elle t'a épousé. Eden repoussa son assiette. Es-tu un héros? La question resta en suspens entre eux. Attendit avec plus qu'une curiosité enfantine. Silas choisit ses mots avec soin. J'ai fait mon travail. J'ai essayé de protéger mes hommes. Parfois, à la guerre, il n'y a pas de héros et de méchants, juste des survivants et des victimes. Eden sembla réfléchir. Dex dit que tu es dangereux, que tu fais du mal aux gens. C'est pour ça que tu t'éloignes? Parce que tu as peur de moi. Je ne sais plus quoi penser. La voix d'Eden se brisa légèrement. Maman pleure parfois quand elle pense que je dors. Et Dex, il est différent quand tu n'es pas là. Plus intense. Silu lutta pour garder son sang-froid. Walsh empoisonnait son fils contre lui tout en l'utilisant pour recueillir des renseignements. C'était une opération psychologique sophistiquée, qui confirmait le passé militaire de Walsh. Eden, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, dit Silu en se penchant en avant.
Si jamais tu te sens en danger ou mal à l'aise en présence de Dexter, appelle-moi immédiatement. De jour comme de nuit. Compris? Eden hocha lentement la tête, la confusion lisant son regard. Pourquoi me sentirais-je en danger? Avant que Silas ne puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit et Laurel entra, Walsh à ses côtés. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence, dit Walsh, qui avait probablement repéré le téléphone d'Eden. Te voilà, dit Laurel, le sourire forcé, en s'approchant de leur table. On a cherché partout. Walsh posa une main sur l'épaule d'Eden, sa poigne visiblement serrée. Ta mère s'inquiétait que tu ne répondes pas à tes SMS, chant. Silu se leva, tous ses muscles tendus. On prenait juste le petit déjeuner. Un moment père-fils, que tu aurais plus souvent si tu respectais les conditions de garde, dit Walsh, son sourire ne touchant jamais ses yeux. Ce n'est pas ton jour, Vaughn. J'ai demandé à papa de me retrouver, intervint Eden, surprenant tout le monde. Je voulais lui parler de quelque chose. L'expression de Walsh se durcit un instant avant de reprendre ses esprits. Bon, on a rendez-vous avec le comité d'admission de l'école privée dans 1 heure. On devrait y aller. L'école privée? Silu regarda Laurel. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Laurel eut la décence de paraître mal à l'aise. C'est une excellente opportunité pour Eden. La Valley Preparatory Academy a un excellent programme STEM. C'est à 3 heures de route et l'internat est obligatoire, ajouta Walsh avec une satisfaction à peine voilée. Mais ne t'inquiète pas, il sera à la maison pour les vacances. Silu serra les mâchoires, comprenant la stratégie. Walsh soustrayait systématiquement Eden à sa sphère d'influence, isolant le garçon tout en continuant à surveiller Silas par des interactions contrôlées. Il faut qu'on en discute, dit Silas d'un ton neutre aux parents d'Eden. Il n'y a rien à discuter, intervint Walsh. La décision est prise. Laurel a la garde exclusive, tu te souviens, parce que tu as manipulé le tribunal avec des mensonges sur mon état mental, rétorqua Silas, perdant le contrôle. Walsh esquissa un sourire narquois. Aucune manipulation n'est nécessaire. Vos états de service parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas, sergent-chef? Ou devrions-nous parler de ce qui s'est réellement passé à Corangle? Le restaurant sembla se taire autour d'eux. Laurel semblait confuse tandis qu'Eden observait avec de grands yeux. Papa. La voix d'Eden était faible. De quoi parle-t-il? Silu fixa Walsh, la compréhension le submergeant. Il ne s'agissait pas seulement de faire taire un témoin ou de régler les derniers détails. Walsh voulait le détruire complètement pour effacer tout souvenir positif que sa famille avait de lui. Rien de digne d'être discuté ici. Silas répondit finalement d'une voix dangereusement basse. Laurel, il faut qu'on se parle en privé bientôt. Elle n'a rien à te dire, dit Walsh en s'interposant entre eux. Allez, Laurel. Eden, on s'en va. Alors qu'il se retournait pour partir, Silas croisa une dernière fois le regard d'Eden. La peur ne se portait plus sur Silas, mais sur Walsh par-dessus son épaule. Une fois parti, Silas appela immédiatement Boyd. C'est pire que prévu, dit-il sans préambule. Walsh ne se contente pas de me surveiller. Il isole Eden, lui fournissant des informations sélectives sur Corangle. Est-il au courant des preuves que nous avons rassemblées, demanda Boyd. Non, mais il accélère son calendrier. Ils envoient Eden en pension. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il y eut un silence avant que Boyd ne reprenne la parole. Alors, on y va. L'opération divulgation commence ce soir. Silas raccrocha et fixa le petit déjeuner à moitié entamé que son fils avait laissé derrière lui. La frontière entre la protection de sa famille et la protection de la vérité avait disparu. Désormais, elle ne faisait plus qu'un. Chapitre 4. Mouvement calculé. Dexter Walsh se tenait dans son bureau, contemplant la pelouse impeccable de la maison de banlieue qu'il partageait avec Laurel, et de temps en temps, Eden. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la propriété, semblables à celles qui s'étendaient sur les montagnes afghanes des années auparavant. L'appel qu'il venait de recevoir le troublait. Sa source au sein du ministère de la Défense l'avait averti que quelqu'un accédait à des dossiers classifiés liés aux opérations de la vallée de Corangle.
Quelqu'un disposant d'une habilitation de sécurité élevée. Êtes-vous certain que c'était Tessier, demanda Walsh en faisant référence à Boyd. Positif? La voix à l'autre bout du fil confirma. Il utilisait les anciens codes d'accès de Greenwich. Le colonel avait dû les partager avant son accident. Walsh serra les mâchoires. La crise cardiaque fatale du colonel Greenwich, 3 ans auparavant, avait été opportune, éliminant une responsabilité potentielle. Mais Vaughan et Tessier restaient des épines dans son pied, des réservoirs ambulants d'informations susceptibles de détruire tout ce qu'il avait construit. À quoi avait-il accédé exactement? Insista Walsh. Les dossiers de l'opération Shadowfall, les dossiers du personnel, les transferts financiers et le protocole de confinement toujours en vigueur. Mais s'il révélait ce qu'il savait, Walsh raccrocha, l'esprit en ébullition. Silas et Boyd se préparaient clairement à agir contre lui, ce qui signifiait que son calendrier soigneusement établi devait être ajusté. En bas, il entendit Laurel s'affairer dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle était de plus en plus inquiète depuis la confrontation au restaurant, posant des questions sur son intérêt pour le service militaire de Silu, questions que Walsh avait éludées avec une aisance experte. Il avait soigneusement choisi Laurel après avoir identifié Silas comme un élément incertain à régler. Divorcée, vulnérable, avec la garde principale de son unique enfant. Elle était le point d'accès idéal. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était de développer des sentiments sincères pour elle, une complication qui obscurcissait parfois son jugement. Walsh se versa 2 doigts de bourbon et examina ses options. Le pensionnat éliminerait Eden de l'équation, lui donnant plus de liberté d'action. Laurel était encore malléable, sa confiance en lui étant inébranlable malgré ses récentes failles. Et Silas, prévisible dans sa droiture, tomberait droit dans le piège que Walsh lui tendait s'il le poussait correctement. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Walsh consulta la caméra de sécurité sur son téléphone et ressentit une pointe d'agacement. La sœur cadette de Laurel, Bryn, se tenait sur le porche, son sac de voyage à la main. Bryn n'avait jamais aimé Walsh, sa méfiance étant évidente dès leur première rencontre. Contrairement à Laurel, qui voyait ce qu'elle voulait voir, Bryn observait avec un regard clair et posait des questions gênantes. Elle-même avait été dans l'armée, dans les renseignements de l'armée de l'air, ce qui la rendait doublement dangereuse. Dex Laurel appela en haut des escaliers. Bryn est là. Walsh se ressaisit avant de descendre. Les visites de Bryn étaient rares, mais toujours judicieusement programmées, comme si elle sentait quand sa sœur avait besoin de protection. Bryn, salua-t-il avec un sourire expert. Quelle surprise! Bryn serra sa sœur dans ses bras avant de fixer Walsh d'un regard froid. Vraiment? J'ai dit à Laurel la semaine dernière que je serais en ville pour l'événement des vétérans. Bien sûr, répondit-il d'un ton sec. J'ai dû oublier. Laurel les regarda tour à tour, sentant la tension monter. Bryn reste ce week-end. Elle veut voir Eden avant qu'il ne parte à l'école. Où est mon neveu préféré, au fait, demanda Bryn en posant son sac. Chez une amie, Walsh répondit avant Laurel. Projet scolaire, les yeux de Bryn se plissèrent légèrement. Un samedi soir, les sciences n'attendent personne, dit Walsh avec un rire forcé. Je peux vous offrir un verre? Non merci. Il faut que je reste concentré. Le sous-entendu flottait entre eux. Tandis que Laurel conduisait sa sœur à la chambre d'amis, Walsh retourna à son bureau et passa un autre appel. Avance l'heure, ordonna-t-il. Van passe son coup de fil plus tôt que prévu. La voix à l'autre bout du fil hésita. Le colis n'est pas prêt. Préparez-le. Siffla Walsh. Je veux que ce soit fait avant le match de championnat la semaine prochaine. Le colis contenait un ensemble complexe de documents et de témoignages falsifiés reliant Silu à des crimes de guerre en Afghanistan, notamment l'exécution de civils non armés lors de l'opération Korangal. L'ironie du sort, c'est que Walsh lui-même avait ordonné ces exécutions. En réalité, Silas et son équipe avaient interrompu l'opération de Walsh, mettant en péril un marché noir d'armes valant des millions. Lorsque Silas avait tenté de signaler l'incident en bonne et due forme, Greenwich était intervenu, protégeant Walsh et le réseau de fonctionnaires profitant de l'arrangement.
Des années plus tard, Walsh était en mesure de réduire définitivement au silence les derniers témoins tout en assurant son avenir, tant professionnel que personnel. Fort des relations politiques de Greenwich, Walsh visait une nomination fédérale qui lui conférerait encore plus de pouvoir et de protection. Le seul obstacle était Silu Vaughn et son sens moral peu commode. À la tombée de la nuit, Walsh passa en revue les mesures de sécurité autour de la maison, caméras, détecteurs de mouvement, gardes armés déguisés en jardiniers. Si Silas préparait quelque chose, il serait prêt. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Divulgation imminente. 72 heures. Walsh fixa le message, un sentiment rare de malaise l'envahissant. Quelqu'un de son réseau était compromis. Il composa un autre numéro. Monsieur, répondit une voix solennelle. Trouvez la fuite, ordonna Walsh. Et préparez le plan de secours pour le cas Vaughn. Compris. Et Madame Walsh. Walsh jeta un coup d'œil vers le couloir où le rire de Laurel se mêlait à celui de ses sœurs. Dommages collatéraux s'il le faut, dit-il doucement. Pas de détails à régler cette fois. Chapitre 5. Le compte à rebours du championnat. Le terrain de baseball du lycée bourdonnait d'excitation tandis que les familles se rassemblaient pour le match de championnat. Silas s'était positionné stratégiquement près de la ligne de troisième base. La scène était surréaliste. Des parents discutaient de leurs perspectives d'études supérieures et de leurs projets pour l'été. Ignorant les courants qui couraient sous la surface de cet événement apparemment normal. Boyd, assis plusieurs rangées derrière lui, sa casquette baissée, observait la foule. Grâce à son oreillette, Silas entendait les mises à jour occasionnelles de Boyd sur les déplacements de Walsh. La cible venait d'arriver. East en transe, murmura Boyd. Laurel et sa sœur étaient avec lui. Aucun signe du remplaçant de Greenwich pour l'instant. Silas acquiesça d'une légère tape à l'oreille. Des nouvelles de notre ami du ministère de la Justice ? Affirmatif. Un coupe-vent bleu près du stand. Colis livré. Le colis contenait un enregistrement numérique complet de l'opération Shadowfall, incluant les transactions financières reliant Walsh et plusieurs hauts gradés de l'armée à des ventes d'armes illégales. Ils avaient pris des dispositions pour le faire livrer à un contact de confiance au ministère de la Justice, avec des copies à certains journalistes, leur police d'assurance. Silas se concentra sur le terrain tandis que les équipes prenaient position. Eden, jouant en première base, scruta la foule jusqu'à ce que son regard croise celui de Silu. Le garçon hocha la tête presque imperceptiblement avant de se concentrer à nouveau sur le match. Leur conversation de la veille avait été risquée, mais nécessaire. Silas avait attendu devant la maison de l'ami d'Eden, l'interceptant alors qu'il sortait pour sortir les poubelles. « Papa, que fais-tu ici ?» avait demandé Eden, surpris. « J'ai besoin de savoir si tu vas bien », avait répondu Silas. « Vraiment bien ?» Silas acquiesça d'une légère tape à l'oreille. « Des nouvelles de notre ami du ministère de la Justice ? » Affirmatif. Un coupe-vent bleu près du stand. Colis livré. Le colis contenait un enregistrement numérique complet de l'opération Shadowfall, incluant les transactions financières reliant Walsh et plusieurs hauts gradés de l'armée à une vente d'armes légales. Ils avaient pris des dispositions pour le faire livrer à un contact de confiance au ministère de la Justice, avec des copies à certains journalistes, leur police d'assurance. Silas se concentra sur le terrain tandis que les équipes prenaient position. Eden, jouant en première base, scruta la foule jusqu'à croiser le regard de Silu. Le garçon hocha la tête presque imperceptiblement avant de se concentrer à nouveau sur le match. Leur conversation de la veille avait été risquée, mais nécessaire. Silas avait attendu devant la maison de l'ami d'Eden, l'interceptant alors qu'il sortait pour sortir les poubelles. « Papa, que fais-tu ici ?» Eden avait demandé, surpris. « J'ai besoin de savoir si tu vas bien », avait répondu Silas. « Vraiment bien ?» Eden avait hésité, regardant par-dessus son épaule avant de parler à voix basse. « Il a localisé mon téléphone. Il vérifie tous mes messages. » Walsh. Eden hocha la tête. « Il pose des questions étranges sur toi, sur ce que tu m'as dit. Et parfois, quand maman n'est pas là, il dit des choses. » Sa voix s'éteignit. « Quel genre de choses, Eden ?
Que je devrais faire attention avec toi, que tu es dangereux. La voix d'Eden était tombée à un murmure. Il m'a montré des photos de morts. Il a dit que tu les avais tués. Silu avait senti de la glace dans ses veines. Des civils dans un village. Ouais. Il a dit que c'était ton vilain secret que ça détruirait maman si elle l'apprenait. Les yeux d'Eden s'étaient remplis de larmes. C'est toi qui as fait ça, papa? Non. Silas avait répondu fermement. Mais je sais qu'il a fait et il essaie de me le faire porter. Leur conversation avait été interrompue par des phares dans l'allée. Walsh était venu chercher Eden plus tôt que prévu. Avant de se séparer, Silas avait donné une dernière instruction à son fils. Quoi qu'il arrive au match de demain, reste près de ta tante Brun. Maintenant, comme première manche. Tandis que le match progressait, Silas observait Walsh se frayer un chemin à travers la foule, serrant la main des parents et des responsables de l'école comme un politicien en réunion. Laurel le suivait, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Brun restait légèrement à l'écart, son entraînement militaire étant évident dans sa façon de scruter constamment les environs. À la 5e manche, l'équipe d'Eden menait de 2 points, et Walsh s'était positionné près de l'abri des joueurs, jouant le rôle d'un fier, presque d'un beau-père, à la perfection. Silas en profita pour s'approcher de Laurel, seul près de la buvette. « Il faut qu'on parle, dit-il doucement. Laurel sursauta, puis se ressaisit. « Ce n'est pas le moment, Silas. C'est exactement le moment avant que la situation ne dégénère. » « De quoi parles-tu » Silas lui tendit une enveloppe scellée. « Tout ce que tu dois savoir sur l'homme que tu comptes épouser, sur ce qui s'est réellement passé en Afghanistan. » Laurel fixa l'enveloppe, hésitante. Dexter a dit que tu pourrais essayer quelque chose comme ça, que tu inventerais des histoires par jalousie. C'est ce que tu crois? Après 15 ans ensemble, je ne sais plus quoi croire. Sa voix se brisa légèrement. Tu es revenu différent, fermé. Et puis, quand j'ai eu le plus besoin de toi après la mort de mon père, tu n'étais pas là émotionnellement. Je ne pouvais pas parler de ce qui s'est passé là-bas, admit Silas. Mais j'aurais dû faire plus d'efforts pour toi et Eden. C'est de ma faute. L'expression de Laurel s'adoucit légèrement. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, Silas? La vérité sur Walsh. Sur la raison pour laquelle il t'a cherché spécifiquement. Silas soutint son regard droit dans les yeux. Il n'est pas celui que tu crois. Avant que Laurel ne puisse répondre, une agitation s'éleva sur le terrain. Eden avait frappé une balle en flèche, rapportant 2 points. La foule acclama tandis que le garçon contournait les bases, le visage illuminé par la joie pure du moment. Walsh apparut aux côtés de Laurel comme s'il était apparu de nulle part. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, le sourire crispé, l'enveloppe dans la main de Laurel. Il félicitait simplement Laurel pour la performance d'Eden. Silas répondit d'un ton neutre. Les yeux de Walsh se plissèrent. « C'est drôle, ça avait l'air plus sérieux que ça. » Il se tourna vers Laurel. « Qu'est-ce que c'est ?» Rien d'important, dit Laurel en glissant l'enveloppe dans son sac à main avec un regard assidu qui lui promettait de la lire plus tard. Walsh ne la croyait visiblement pas, mais était trop consciente du cadre public pour faire une scène. « Le directeur de l'école veut te rencontrer, ma chérie. Il envisage d'accorder une bourse spéciale à Eden. » Tandis qu'il emmenait Laurel au loin, Walsh lança un regard noir à Silas. « Amusez-vous bien. Le match, Vaughn. Ce sera peut-être le dernier que tu verras avant un moment. » La menace n'était pas subtile. Silas retourna à sa place, conscient que la confrontation qu'il anticipait était imminente. Par son oreillette, Boyd confirma que 2 hommes de Walsh venaient d'entrer par la porte sud. Militaires portant une arme dissimulée. Silu consulta sa montre. Le contact du ministère de la Justice aurait dû recevoir leur dossier de preuve. Procédez comme prévu, murmura-t-il. Protocole Alpha 6 ça tourne mal. Le match progressa vers sa dernière manche. L'équipe d'Eden conservait l'avantage. Silas remarqua que Brun se rapprochait de l'abri, sa main touchant de temps en temps le bas de son dos, là où Silas savait qu'elle portait une arme dissimulée. Au moins, Eden serait protégé si la situation dégénérait. Alors que le retrait final était annoncé et que l'équipe d'Eden éclatait de joie,
Silas passa à l'action. Il devait rejoindre Eden avant que Walsh ne puisse les séparer à nouveau. Il se fraya un chemin à travers la foule de parents en liesse, gardant Walsh dans son champ de vision périphérique. L'homme parlait intensément dans son visage s'assombrit à chaque seconde. Quelqu'un l'avait informé de la livraison du ministère de la Justice. Silas rejoignit Eden juste au moment où le garçon émergeait d'une accolade avec ses coéquipiers. « Super match, fiston », dit-il. Une fierté sincère, qui éclipse tout le reste pendant un instant. Le sourire d'Eden s'évanouit lorsqu'il regarda au-delà de Silas. Il arrive. Silas se retourna et vit Walsh s'approcher rapidement, le visage crispé par une rage à peine contenue. 2 hommes le flanquaient à distance. Le service de sécurité que Boyd avait identifié. « Eden, va voir ta tante, Brun », ordonna Silas à voix basse. Le garçon n'hésita qu'un instant avant d'obtempérer, se faufilant à travers la foule vers Bryn, qui se tenait alerte et vigilant. Walsh rejoignit Silas, se positionnant dos à la foule, sa voix suffisamment basse pour que seul Silas puisse l'entendre. « Tu es mort pour lui, pauvre perdant. Il supplie de ne pas te voir. » Le mensonge était si évident que Silas faillit rire. « C'est ça qui t'aide à dormir la nuit, Walsh ? Savoir que tu as dû manipuler un enfant pour le faire rejeter son père. » Walsh a tiré la main, poussant Silas en arrière. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Demain, tu seras en détention pour crime de guerre. Tout ce que tu as, ta réputation, ta liberté, ton fils, aura disparu. » « C'est ta spécialité, non ?» répondit Silu calmement, imputant tes atrocités à d'autres. Comme à Corangle, l'expression de Walsh vacilla une fraction de seconde, le temps que Silu comprenne qu'il avait atteint son objectif. « Tu ne peux rien prouver. » « Déjà la moitié. Le ministère de la Justice a tout. L'arme vole, les exécutions civiles. La mort de Greenwich. C'est fini. » La main de Walsh se porta vers sa veste et Silu se tendit, prêt à recevoir une arme. Au lieu de cela, Walsh sortit son téléphone. « Un appel, dit-il d'une voix d'un calme mortel. C'est tout ce qu'il faut pour activer le plan de secours. Êtes-vous prêt à sacrifier la vie de votre fils pour votre précieuse vérité ? » Silu sentit une terreur glaciale l'envahir. « Tu bluffes. Vraiment ? Qui penses-tu avoir apporté son aide dans ses cauchemars ? De petites doses d'un composé particulier dans sa nourriture. Complètement intraçable. La prochaine dose ne sera pas si faible. » La révélation frappe Silu comme un coup dur. Walsh n'avait pas seulement empoisonné Eden contre lui émotionnellement. Il avait littéralement empoisonné le garçon, créant une situation qui ressemblerait à des causes naturelles si elle était pleinement activée. « Tu es fou », murmura Silu. « Je suis minutieux », corrigea Walsh. « Maintenant, voilà ce qui se passe. Tu t'en vas. Tu retires les preuves que tu penses avoir, tu disparais, ou la prochaine fois que tu verras ton fils, tu seras à ses funérailles. » Le monde semblait se réduire à eux deux, la foule en liesse se fondant dans le bruit de fond. Silas avait anticipé de nombreux scénarios, prévu de nombreuses éventualités, mais pas celle-ci. Pas une menace directe pour la vie d'Eden contre laquelle il ne pourrait se protéger une fois parti. « Si je m'éloigne, dit lentement Silas. Je veux que ta parole soit intacte. » Walsh sourit, victoire dans ses yeux. « Smart choice. Vous avez ma parole pour tout ce que vous pensez que cela vaut. » Silu hocha la tête une fois, puis atteignit son téléphone. Il a fait un seul appel, ses yeux ne quittent jamais celui de Walsh. « Tenez-vous en baisse », a-t-il dit lorsque Boyd a répondu. « Retirez le colis. » Le message codé dirait à Boyd d'activer son plan secondaire, celui dont Walsh ne savait rien. Alors que Silas se tourna pour partir, s'éloignant comme promis, Walsh l'appelait, ne pensez même pas à dire au revoir au garçon. En ce moment, vous n'existez plus pour lui. Silas a continué à marcher sans regarder en arrière, sa foulée utile. À tous ceux qui regardent, il a semblé vaincu. Un père a exclu du moment de triomphe de son fils. Seul Boyd, observant à distance, a reconnu l'ensemble des épaules de Silas pour ce qu'elle était vraiment. Ne pas se rendre, mais la patience d'un prédateur avant la grève. Chapitre 6. 30 minutes plus tard.
La célébration de la victoire du championnat d'Éden s'est poursuivie à Gep, un restaurant italien près du lycée. Silas a regardé depuis son camion garé de l'autre côté de la rue, en maintenant un contact visuel avec l'entrée du restaurant tandis que Boyd a encerclé le bâtiment, surveillant les sorties. Les détails de sécurité de Walsh sont toujours avec lui. Boyd a rapporté à travers l'écouteur. Ils ont l'air nerveux. Quelque chose est éteint. Silu a vérifié sa montre. 27 minutes se sont écoulées depuis sa confrontation avec Walsh. Un signe de notre contact DOJ? Négatif. Mais j'ai attrapé des bavardages sur le scanner de la police. Il y a une situation qui se développe à la résidence Walsh. Silas a ressenti une sombre satisfaction. Leur plan d'urgence était en mouvement. Alors que Walsh pensait que Silas avait capitulé et retiré les preuves, la vérité était très différente. Le package livré au DOJ n'était qu'une partie des preuves, un leurre conçu pour attirer l'attention pendant que leur vrai jeu se déroulait. Pendant des mois, Silas et Boyd avaient méticuleusement construit un cas non seulement contre Walsh, mais contre l'ensemble du réseau de fonctionnaires impliqués dans l'opération d'armes. Ils avaient identifié une installation de stockage où Walsh a conservé des preuves physiques de ses activités illégales, une assurance contre ses co-conspirateurs. Alors que Walsh était occupé par le match de championnat, une équipe d'anciens collègues militaires de confiance obtenait ces preuves. Le forfait sécurisé est venu une nouvelle voix à travers l'écouteur. Maddox, un autre survivant de l'unité de Silis qui avait été transféré avant la catastrophe de Corangle. Tu avais raison. Tout est ici. Documents, disques durs, même des armes avec des numéros de série correspondant à ceux de la base de Kandahar. Silus s'est permis un moment de soulagement avant de se concentrer sur la phase suivante. Qu'en est-il du contenu du coffre-fort? C'est là que ça devient intéressant, a répondu Maddox. Nous avons trouvé des flacons médicaux, une sorte de composé. Envoie de photos maintenant. Le téléphone de Siu a bourdonné d'images entrantes, de petits flacons en verre contenant un liquide transparent marqué avec des formules chimiques plutôt que des noms. Il les a immédiatement transmis au docteur Eliza Reynolds, un ancien médecin militaire qui avait accepté de les aider. Son téléphone a sonné moins d'une minute plus tard. C'est exactement ce que je soupçonnais, a déclaré Eliza sans préambule. Une neurotoxine synthétique s'est développée pour les opérations secrètes. De petites doses provoquent des cauchemars, la paranoïa, le dysfonctionnement cognitif. Des doses plus importantes simulent un arrêt cardiaque naturel. L'arme parfaite pour rendre un enfant paraître mentalement instable. Silu a déclaré, la pièce se connecte ou pour éliminer un ex-mari problématique. Précisément. J'ai déjà informé mon contact à la division biochimique du FBI. Il traite cela comme une priorité absolue. Alors que Silas terminait l'appel, il a remarqué un mouvement à l'entrée du restaurant. Walsh émergeait avec Laurel, Eden et Brun. Le détail de sécurité a suivi à une distance discrète, l'une d'entre elles parlant de toute urgence dans un téléphone. Ils savent, a observé Boyd. Regardez le visage de Walsh. Même à distance, le changement dans le comportement de Walsh était évident. Le fanfaron confiant avait disparu, remplacé par une panique étroitement contrôlée. Il a bousculé Laurel et Eden vers son SUV, sculptant l'environnement avec la vigilance qualifiée de quelqu'un qui savait qu'ils étaient chassés. Bryn semblait se disputer avec Laurel, faisant un geste catégoriquement envers Eden. Walsh est intervenu, sa main se refermant autour du bras de Laurel avec une force visible. C'est notre signal, a déclaré Silas, en commençant le camion. Emménager. Continuement non létal seulement. Boyd était déjà en mouvement, s'approchant du côté aveugle de Walsh tandis que Silas traversait la rue, coupant le chemin de sortie du SUV. Walsh a d'abord repéré Silas, son expression se transformant de la panique à la rage. Il atteignit à l'intérieur de sa veste pour une arme. Cette fois, Silas était certain. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé avec la précision chaotique d'une opération de combat. Boyd a abordé l'un des hommes de sécurité tandis que Silas sortait de son camion, se déplaçant directement vers Walsh. Brun, affichant sa formation militaire, s'est positionné entre Eden et la confrontation qui se déroule, tirant son arme dissimulée. Le FBI freeze est venu un cri derrière eux.
Silas ne s'attendait pas à la réponse du FBI si rapidement, mais il ne se plaignait pas. 3 agents se sont approchés d'armes tirées. Leur attention s'est concentrée sur Walsh et ses détails de sécurité. Dexter Walsh, l'agent principal, a annoncé « Vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'armes illégales, complot en vue de commettre un meurtre et possession d'agents biochimiques restreints. » Walsh, tenant toujours tout ce qui se trouvait dans sa veste, verrouilla les yeux avec Silu. Une communication silencieuse passait entre eux. La reconnaissance selon laquelle un seul d'entre eux s'éloignerait de cette confrontation intacte. « Ce n'est pas fini, siffla Walsh. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. »« Je sais exactement avec qui je m'occupe, » a répondu Silu uniformément. Un lâche qui empoisonne les enfants et se cache derrière de puissants amis. Quelque chose à Walsh a cassé avec un grondement de rage. Il tira sa main de sa veste, révélant un petit pistolet. Avant qu'il ne puisse viser, plusieurs coups de feu retentissaient. Pas des agents du FBI ou de Silsus, mais de Breen, qui avait tiré avec une précision mortelle. Walsh tituba en arrière, le pistolet tombant de sa main alors qu'il serrait sa poitrine. Le détail de sécurité, voyant leur employeur tomber, s'est immédiatement rendu aux agents du FBI. Dans le chaos qui a suivi, Laurel a crié. Eden se tenait congelé sous le choc et Silas s'est précipité pour sécuriser l'arme de Walsh avant d'approcher l'homme tombé. Walsh était toujours conscient, le sang se propageant sur sa chemise habillée chair. « Vous pensez que cela change quelque chose ?» Il haleta. Le système protège le sien. Silas s'agenouilla à côté de lui, parlant assez bas pour que seul Walsh puisse entendre. Plus maintenant. Le remplacement de Greenwich s'est retourné. L'ensemble du réseau est rassemblé au moment où nous parlons. Les yeux de Walsh s'écarquillèrent avec la prise de conscience que ses plans d'urgence avaient échoué. Comment ? Vous avez fait une erreur critique. Silas lui a dit, vous avez menacé mon fils. Alors que les ambulanciers paramédicaux se précipitaient sur les lieux et que les agents du FBI ont sécurisé la région, Silas s'est reculé, permettant aux professionnels de prendre le relais. Il a trouvé Eden accroché à brin. Le visage du garçon cendré de choc. Papa, trembla la voix d'Eden. Que se passe-t-il ? Avant que Silas ne puisse répondre, Laurel est intervenue. Son expression un mélange de confusion et de trahison. Restez loin de lui, Silas. Tu n'as pas fait assez ? Maman, attends. Eden a protesté. Papa essayait de me protéger. Dex était. Il me faisait quelque chose. Les cauchemars. Les fois où je ne me souvenais pas des choses. Laurel regarda entre son fils et Silas. L'incertitude trouble ses traits. De quoi parle-t-il ? Walsh le droguait. Expliqua Silas doucement. Un composé militaire qui provoque des cauchemars. Memory lapse. Il l'utilisait pour retourner Eden contre moi et pour le contrôler. La main de Laurel a volé vers sa bouche d'horreur. Non, il ne le ferait pas. Un agent du FBI s'est approché, interrompant le moment de la famille tendue. Maître le sergent Vaughn, nous avons besoin de votre déclaration et nous avons quelques questions sur les preuves récupérées de l'installation de stockage. Silu hocha la tête. Je serai là. Il se tourna vers Eden. Restez avec votre tante. Elle expliquera tout. Alors qu'il s'éloignait avec l'agent, Silas entendit Eden appeler après lui. Papa, attendez. Silas s'arrêta, regardant son fils. Les photos que Dex m'ont montrées du village, a déclaré Eden, sa voix petite mais stable. Ce n'était pas toi, n'est-ce pas ? Non, fils, répondit Silas honnêtement. Ce n'était pas moi. Alors que le FBI le conduisait vers leur véhicule pour être interrogé, Silas a aperçu un dernier aperçu de Walsh chargé dans une ambulance. Le regard de l'homme est toujours fixé sur lui avec une haine non dimensionnée. 30 minutes après leur confrontation sur le terrain de baseball, le monde soigneusement construit de Walsh s'était complètement effondré. Mais Silas savait la vérité que Walsh ne faisait pas. Ce n'était que le début de sa chute. Chapitre 7. Fantaise enterrée. 3 jours après la fusillade du stationnement du restaurant, Silas s'est assis dans une salle de conférence austère au bureau de terrain du FBI, entouré d'agents fédéraux,
de responsable militaire et de procureur du ministère de la Justice. Pendant 72 heures, il a donné des témoignages sur Korangle, sur l'opération de Walsh, sur le réseau de corruption qui avait protégé les coupables et puni les innocents. Ainsi, la mort du colonel Greenwich n'était pas des causes naturelles après tout. L'agent spécial Ramona Quinn a résumé, passant en revue ses notes. Walsh, aussi bien que l'a admis, a confirmé CIU. Greenwich en savait trop, était devenu une responsabilité. Lorsqu'Walsh a réalisé que Boyd et moi étions toujours en vie et potentiellement problématiques, il a décidé d'éliminer tous les témoins tout en obtenant simultanément son avenir personnel. En épouser votre ex-femme, a observé Quinn. Calcul du froid. S'il lui hocha la tête sombrement. Walsh n'a jamais rien fait sans fin multiple. Épouser Laurel lui a donné accès à Eden, ce qui lui a donné un effet de levier sur moi, et cela a fourni une couverture parfaite pour surveiller mes activités. La porte s'est ouverte et un homme adapté Silas a reconnu comme le directeur adjoint Morgan du FBI est entré. La pièce se tait alors qu'il prenait place à la tête de la table. Master Sergent Vaughn, a commencé Morgan. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre courage de faire avancer ces preuves. Le réseau de trafic d'armes que vous avez aidé à exposer représente l'un des cas de corruption les plus importants de l'histoire militaire récente. Et mes hommes ? Demanda Silis. Donag, Alvarez, Webb, RTOR. Ils sont morts en essayant d'arrêter cette opération. Leurs familles ont été informées qu'ils sont morts en engageant des insurgés, et non des entrepreneurs américains qui dirigeaient une opération d'armes illégales. Morgan a échangé des regards avec un fonctionnaire militaire avant de répondre. Nous travaillons pour corriger l'enregistrement. Leurs familles seront informées et des éloges posthumales seront organisés. Une petite victoire, mais importante. Silas a pensé aux veuves et aux enfants qui vivaient depuis des années avec une compréhension incomplète de leur bien-aimé sacrifice. Et Walsh, a demandé Silas, se remettant sous garde à l'hôpital merci. La blessure à la poitrine était sérieuse mais pas mortelle. Une fois stabilisé, il sera transféré à la garde fédérale. Morgan se pencha en avant. Il tente déjà de négocier, offrant des noms en échange de clémence. Il ne l'obtiendra pas, Quinn interdit fermement. Les preuves de l'installation de stockage sont écrasantes et les agents biochimiques trouvés dans le système de votre fils correspondent à ceux qui sont récupérés du coffre-fort de Walsh. La tentative d'empoisonnement d'un mineur à elle seule porte une peine importante. La phrase tentative d'empoisonnement a envoyé un frisson à travers Silu. Eden avait été évalué à l'hôpital immédiatement après l'incident. Test sanguin confirmant la présence de la neurotoxine à de faibles niveaux. Les médecins avaient assuré que Silas, avec l'exposition arrêtée, Eden se rétablirait complètement, mais le traumatisme psychologique prendrait plus de temps à guérir. Et la sécurité de ma famille ? Demanda Silas. Walsh a des liens, des gens qui pourraient demander des représailles. Nous avons organisé une protection pour votre ex-femme et votre fils, lui a assuré Morgan. Et votre belle-sœur, Binri, n'est pas effacée de toute charge liée à la fusillade. La légitime défense et la défense des autres, étant donné que Walsh a d'abord tiré son arme. Témoignage contre l'ensemble du réseau. Vous le prenez ? Déjà signé. Vous Silence hocha la tête. Même affaire. De plus, ils examinent mon statut de congé. Pourrait le mettre à niveau en honorable avec tous les avantages. Les deux hommes ont marché en silence jusqu'à la sortie du bâtiment, le poids des années commençant à se soulever de leurs épaules. À l'extérieur, le soleil de fin d'après-midi a jeté de longues ombres sur le parking. Quoi maintenant ? Demanda Boyd. J'ai besoin de voir mon fils, répondit Silas. Vraiment ? Parlez-lui. Plus de secrets. Boyd l'a applaudi sur l'épaule. Bonne chance, frère. Appelez si vous avez besoin de sauvegarde. Alors que Silas se rendait à la maison sur où Laurel et Eden restaient sous la protection du FBI, il a répété ce qu'il dirait. Comment il expliquerait le réseau emmêlé de mensonges et de demi-mèches qui a défini l'existence de leur famille pendant des années? Comment pourrait-il faire comprendre à un enfant de 15 ans le calcul moral complexe de la guerre, de la loyauté, de la survie? La maison sur était une modeste maison de banlieue avec une voiture de police non marquée garée à l'extérieur.
Silas s'est identifié aux officiers qui ont vérifié son autorisation avant de le permettre à l'intérieur. Laurel l'a rencontré dans le foyer, son expression gardée. Eden vous a demandé, a-t-elle dit sans préambule. Comment est-il confus? En colère, les médecins disent que le médicament efface son système, mais il a du mal à séparer ce qui était réel de ce qui a été induit. Elle enroula ses bras autour d'elle. Je ne peux pas croire que je n'ai pas remarqué. Quel genre de mère ne réalise pas que son enfant est empoisonné? Walsh était un manipulateur expert, a déclaré Silas doucement. Il a trompé les renseignements militaires, le DOD, même ses propres collègues. Les yeux de Laurel se remplissaient de larmes. Je l'ai amené dans nos vies, dans la vie d'Eden parce que j'étais seule et blessée. Et Dieu, Silas, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas sur vous. Siu lui a assuré, résistant à l'envie de la réconforter physiquement. Leur relation avait trop changé pour cela. Où est Eden? Arrière-cour. Brun est avec lui. Silas a trouvé son fils assis sur un swing de terrasse. Brun à côté de lui. Ils parlaient tranquillement mais se soit silencieux quand ils ont remarqué Silas. Je vais vous donner 2 espaces, dit Brun, debout. Alors qu'elle passait Silas, elle a brièvement touché son bras, un geste de solidarité qui communiquait plus que les mots. Silas a pris le siège que Brun avait quitté. Pendant un moment, le père et le fils étaient assis en silence, regardant les ombres s'allonger à travers la pelouse bien entretenue. La dame du FBI a déclaré que Dex me droguait. Eden a finalement dit, c'est pourquoi j'ai continué à avoir ces rêves de vous blesser les gens. Oui, confirma Siu. Il voulait te retourner contre moi. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé en Afghanistan, Silas prit une profonde inspiration en partie, mais cela va plus loin que cela. Walsh était impliqué dans quelque chose d'illégal là-bas, vendant des armes censées être utilisées par nos militaires. Lorsque mon équipe et moi sommes tombés sur son opération, nous sommes devenus une menace. Ainsi, les gens sur les photos, les villageois morts, ont été tués sur les ordres de Walsh, pas les miens. Mon équipe a essayé de l'arrêter. Silas a hésité, puis a décidé qu'Eden méritait toute la vérité. Nous n'avons pas réussi. La plupart de mes hommes sont morts ce soir-là. Seul Boyd et moi avons survécu. Eden a absorbé ceci. Son expression troublée. Pourquoi n'avez-vous pas dit à personne? Signalez-le. Nous avons essayé, mais Walsh avait des alliés puissants qui l'ont couvert. Ils nous ont menacés avec le maréchal, la prison ou pire. Si nous ne nous sommes pas respectés à l'histoire officielle, c'est pourquoi vous avez changé lorsque vous êtes rentré à la maison. Dit Eden, comprenant la naissance. Pourquoi toi et maman ont commencé à te battre? Silu hocha la tête. Je ne pouvais pas parler de ce qui s'était passé, pas même à ta mère. Le fardeau de ce secret, il m'a mangé de notre mariage. Et puis Dex s'est présenté. Oui, il a délibérément ciblé votre mère pour se rapprocher de vous pour garder un œil sur moi. Il avait peur de parler éventuellement. Eden était silencieux pendant un long moment, le traitement. L'avez-vous tué dans le parking? Non, a dit fermement Silu. Votre tante Brun lui a tiré dessus quand il a tiré un pistolet. Il est vivant en détention. Un soulagement a été lavé sur le visage d'Eden. Bon. Je veux dire, pas bon qu'il soit vivant, mais bien que vous ne l'êtes pas. J'avais peur que je sois le monstre qu'il m'a peint. Silis termina doucement. Eden avait l'air honte. Parfois, quand il me donnait ses drogues, je le croyais. J'avais peur de toi. Je sais et je suis vraiment désolé que vous ayez été mis dans cette position. Silu a hésité, puis a posé la question qui l'avait hanté. Vous sentez-vous toujours de cette façon? Eden le considérait sérieusement. Non, mais j'essaie toujours de trier ce qui est réel et ce qui vient des drogues. Les médecins ont dit que cela pourrait prendre du temps. Nous avons le temps, lui a assuré Silis. Autant que vous en avez besoin. Eden s'est effondré avec l'ourlet de sa chemise avant de demander, « Papa, qu'est-il vraiment arrivé à votre équipe à Corangle ?» Toute la vérité. Silas ferma brièvement les yeux, le poids de la mémoire appuyant sur lui. Quand il les a ouverts, il a trouvé Eden le regardant attentivement, plus un enfant, mais pas tout à fait un adulte. Quelqu'un pris entre les deux,
essayant de donner un sens à un monde compliqué. Il a commencé comme une mission de reconnaissance standard. Silas a finalement commencé à se débrouiller de la vérité qu'il avait transportée seul pendant trop longtemps. Chapitre 8. La pointe des échelles. Une semaine après l'arrestation de Walsh, Silas se tenait à son comptoir de cuisine, café à la main, en examinant les documents que son avocat avait livrés ce matin-là. Son dossier militaire avait été officiellement modifié, sa libération a été améliorée en honorable avec tous les avantages, y compris le salaire de DOS pour les années depuis sa séparation du service. Plus important encore, le DOD avait remercié officiellement les véritables événements de Koringal Valley, nettoyant Silas et son équipe de tout acte répréhensible tout en honorant postuellement les hommes qui y sont morts. Ce n'était pas la justice. Rien ne pouvait restaurer ces vies. Mais c'était la justification. Son téléphone a sonné, affichant le numéro de Boyd. La nouvelle a éclaté, a déclaré Boyd sans préambule. Vérifiez CNN. Silu a allumé la télévision pour trouver une présentatrice de nouvelles faisant rapport sur des révélations explosives de corruption au sein de la contraction militaire avec des images de Berold de Walsh escorté dans un palais de justice fédéral, ses bras menacés derrière lui. L'enquête a impliqué 12 fonctionnaires militaires de haut rang et 5 dirigeants de solutions de sécurité de l'Obsidienne, l'encre a poursuivi. Des sources proches de l'enquête indiquent que l'opération de trafic d'armes illégales a peut-être été responsable de l'armement des groupes d'insurgés qui ont ensuite attaqué les forces américaines. A mis de côté pour la laisser entrer. Ils n'ont pas parlé en privé depuis la nuit de l'arrestation de Walsh. Les cauchemars sont moins fréquents. Le docteur Morrison dit que le médicament devrait être complètement hors de son système. Laurel était assis sur le bord du canapé, les mains serrées sur ses genoux. Les effets cognitifs prendront plus de temps à résoudre. Il est toujours aux prises avec les problèmes de confiance. Compréhensible, a déclaré Silas. Il a été trahi par quelqu'un qu'il commençait à voir comme une figure paternelle. Laurel a tressailli. J'aurais dû le voir. Il y avait des signes, des sautes d'humeur, des rallonges de mémoire, des changements de personnalité y attribués à l'adolescence. Walsh était méthodique. La cécité ou mon rôle en le faisant entrer dans nos vies. Sur ce qui s'est vraiment passé dans Korangal. Quand il détruisait notre mariage. J'étais sous les ordres directs. Briser le silence signifiait la cour martiale, peut-être pire. Silu pose son café. Mais tu as raison. J'aurais dû vous faire confiance avec la vérité. Les conséquences sont sacrées. C'est sur moi. Laurel semblait surpris par son admission. J'ai beaucoup pensé à nous, où les choses ont mal tourné. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Nous l'avons fait. Silas a accepté, pas tout à fait sûr où elle se dirigeait avec cela. Je me demandais si peut-être maintenant que tout est ouvert, nous pourrions réessayer. Pour l'amour d'Eden, si rien d'autre, la demande était suspendue dans l'air entre eux, inattendue, et Silas s'est rendu compte, indésirable. Il a étudié le visage de Laurel, toujours beau, toujours familier après toutes ces années, et n'a ressenti rien d'autre qu'une douleur terne pour ce qu'ils avaient partagé autrefois. Non, dit-il finalement, sa voix douce mais ferme. Trop s'est produit, Laurel. Trop de lignes croisées. Son expression est tombée à cause de Walsh. Parce que je l'ai choisi, en partie, mais c'est plus que ça. Silu a soigneusement choisi ses paroles. Vous ne l'avez pas simplement choisi par-dessus moi. Vous l'avez choisi plutôt que votre confiance en moi. Vous croyez que j'étais dangereux pour notre fils sans preuve substantielle. Vous avez limité mon accès à Eden en fonction de la parole de Walsh. Je pensais que je le protégeais, a protesté Laurel. De moi. Silu a souligné son père, l'homme que vous avez prétendu connaître mieux que quiconque. Des larmes se sont enfouies dans les yeux de Laurel. J'ai fait une terrible erreur. N'y a-t-il pas un moyen de passer au-delà? Nous allons le dépasser. Silas lui a assuré. Le coparentaire Eden le soutiendra-t-il par son rétablissement, maintiendra une relation civile, mais la réconciliation? Non. Cette porte s'est fermée bien avant que Walsh n'entre sur la photo. Laurel essuya les yeux, se composant. Je comprends. Je pensais juste avec Walsh gone que les choses reviendraient à leur façon.
Silas secoua la tête. Ils ne peuvent pas. Et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'ils le devraient. Nous sommes des gens différents maintenant. Leur conversation a été interrompue par le téléphone de Silas qui sonne à nouveau. Cette fois c'était l'agent spécial Quinn Vaughn. Nous avons une situation, a-t-elle dit sans préambule. L'avocat de Walsh a organisé une réunion privée avec lui à l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, lors de cette réunion, Walsh a eu accès à un téléphone. Il a fait un appel avant de le découvrir. Silas sentit ses muscles tendre. Qui a-t-il appelé? Nous le traçons maintenant, mais nous avons des raisons de croire que c'était à son agent restant. Quelqu'un qui n'est pas encore sur notre radar. Eden, a déclaré Silas immédiatement. Où est-il? À l'école, a répondu Laurel, alarmée par l'intensité soudaine de Silas. Que se passe-t-il? Silu a relayé les informations à Quinn, qui a répondu avec une action immédiate. Nous envoyons des agents à l'école maintenant. Arrivez aussi vite que possible, mais soyez prudents. Si Walsh activait sa contingence finale, Silas bougeait déjà, saisissant ses clés et son arme de transport dissimulée. Laurel, appelez l'école. Dites-leur de tenir Eden au bureau jusqu'à notre arrivée. Dites que c'est une urgence familiale. Laurel, saisissant la gravité du situation, se contendit immédiatement, ses mains tremblant en composant. Aucune réponse, a-t-elle rapporté après plusieurs anneaux. Ça va à la messagerie vocale. Essayez Brun, a suggéré Silas en se précipitant vers son camion. Elle pourrait y arriver plus vite que nous. Alors qu'il se dirigeait vers Westridge High School, l'esprit de Silas accourut à travers des possibilités. Qui avait appelé Walsh? Quelle a été sa dernière pièce? L'homme faisait face à plusieurs phrases à perpétuité. Il n'avait rien à perdre et toutes les raisons de se venger de ceux qui l'avaient fait tomber. Ils sont arrivés à l'école pour le trouver dans le verrouillage. Véhicules de police entourant déjà le bâtiment. Un officier les a arrêtés au périmètre. Enquête fédérale, a expliqué Silas, montrant les informations d'identification temporaire que Quinn avait organisées pour lui. J'ai besoin de pénétrer à l'intérieur. Pas possible, monsieur, répondit l'officier. Nous avons une situation de menace active. Quelqu'un est entré dans l'école avec une arme il y a environ 20 minutes. Le sang de Silas accourut froid. A-t-il ciblé un étudiant spécifique? Eden Vogue, en 2e année. L'officier a vérifié ses notes. Je ne peux pas confirmer, mais le rapport initial est venu de l'aile scientifique où les cours de 2e année sont en session cette période. A été établi dans le parking, s'identifiant au commandant des incidents, un vétéran du SWAT nommé Rodriguez. Enseignant. Pas encore de communication de l'intérieur. Nous établissons une ligne de négociation. Y a-t-il une confirmation que mon fils est là-dedans? Rodriguez hocha la tête avec sonnerie. La liste de classe confirme qu'Eden Vaughn est présente. Nous avons évacué le reste de l'aile et travaillons sur les bâtiments restants. Silu a traité ceci, sa formation militaire en coupant. Dans ce domaine, quiconque est lié à une enquête fédérale impliquant des armes militaires et des armes de qualité militaire pourrait répondre. Quinn est arrivé, se déplaçant rapidement vers eux. Gabriel Mercé, ancien agent d'Obsidian qui a travaillé directement sous Walsh en Afghanistan. Il a déposé la grille il y a 3 ans, a refait surface le mois dernier dans cette zone sous un alias. M. Mercé, a répété Silas, le nom déclenchant une mémoire. Grande cicatrice sur sa joue droite. Quinn hocha la tête. Vous le connaissez? Il était là à Corangle. L'un des entrepreneurs qui dirigeait l'interrogatoire. Silas s'est tourné vers Rodriguez. J'ai besoin d'y aller maintenant. Mercé n'est pas là pour une négociation d'otages. Il est ici pour l'exécution. Briche. Silas murmura dans le micro. Une mise à jour de l'intérieur? Négatif, est venue la réponse dans son oreille. Toujours pas de communication du suspect. Les couloirs de l'école étaient étrangement silencieux, évacués à l'exception des officiers tactiques positionnés à des jonctions clés. Alors que Silas s'approchait de la salle 237, un officier a fait un geste vers une approche latérale qui lui donnerait une visibilité partielle à travers une fenêtre étroite dans la porte de la classe.
Silas regarda dans le verre, son cœur battant. À l'intérieur, il pouvait voir des étudiants blottis contre le mur éloigné, des visages pâles de terreur. Le professeur, une femme d'âge moyen, se tenait de manière protectrice devant eux. Et là, rythme devant le tableau blanc, était Gabriel Mercé, tenant ce qui semblait être un pistolet de qualité militaire. Eden était assis séparément des autres dans une chaise face directement à Mercé. Même à cette distance, Silas pouvait voir la tentative de bravoure de son fils, l'ensemble obstiné de sa mâchoire qui reflétait l'expression de Silas dans les moments de crise. « J'ai visuel », murmura Silas. Merck est armé, les étudiants se sont assurés contre le mur ouest. Mon fils est isolé directement dans la ligne de feu. Comprendre, est venue la réponse. Nous sommes prêts à violer votre signal si la négociation échoue. Prendre une profonde inspiration, Silu a frappé fermement à la porte. Mercé. Gabriel Mercé. Respect, poussant la porte avec son pied tout en gardant ses mains au niveau des épaules. Silas a répondu uniformément. Le regard de Mercé se déplaça vers Eden. Walsh dit le contraire. Dit que la meilleure façon de vous détruire n'est pas de vous tuer. C'est pour prendre ce que vous aimez. Un sourire cruel a tordu son visage marqué. En commençant par votre garçon. Silu a fait un pas en avant mesuré. Walsh est terminé. Couper les accords pour sauver sa propre peau. Il ne se soucie pas si vous vivez ou mourrez ici aujourd'hui. Peut-être pas, Mercé a reconnu. Mais une dette est une dette, et je paie toujours mes dettes. Silas a remarqué que les yeux d'Eden s'élargissaient légèrement. Un changement subtil de sa posture qui en dirait long. Le garçon planifiait quelque chose. Quelque chose de téméraire et courageux et potentiellement fatal. Eden, dit Silas brusquement. Ne bouge pas, Mercé gloussa. Smart man. Votre garçon ici pensait à jouer au héros. Tu n'es pas gamin? Il a tapé l'épaule d'Eden avec le canon de son arme. Dites à votre père ce que vous étiez sur le point de faire. Eden est resté silencieux, son regard verrouillé avec des cillus. Walsh m'a tout dit de vous. Mercé a continué à s'adresser à Eden maintenant. Dit vous commenciez à soupçonner la vérité sur votre père, sur ce qui s'est passé dans ce village. Je connais la vérité, a répondu Eden, sa voix plus stable que Silas ne s'y attendait. Mon père a essayé de sauver ces gens. Vous et Walsh les avez assassinés. L'expression de Mercé s'assombrit. C'est ce qu'il vous a dit? Qu'il est innocent? Qu'il est le héros de cette histoire? Il rit durement. Demandez-lui le bunker gamin. Sur ce qui s'est passé après l'arrêt de la fusillade. Ne l'écoutez pas, a averti Eden, avertit Silas, faisant un autre pas en avant. Il essaie de te retourner contre moi, tout comme Walsh l'a fait. Plus de mensonges, grogna Mercé, appuyant plus fermement sur le pistolet contre le temple d'Eden. Dites-lui la vérité sur Greenwich, sur l'accord que vous avez conclu, ou je le ferai. Silas a senti le poids de chaque œil dans la pièce sur lui. Les élèves terrifiés, le professeur de protection, son fils le regardant avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. Dans son oreille, le négociateur conseiller Mercé parut presque déçu par cette réponse. De nobles sentiments de la part d'un homme qui laissait les autres porter le chapeau. Il reporta son attention sur Eden. Ton père n'est ni le héros ni la victime de cette histoire, mon garçon. C'est juste un soldat compromis qui a choisi la facilité jusqu'à ce que cela devienne gênant. Tu as tort, dit Eden doucement. Mon père est revenu me chercher. Même quand tout le monde lui disait de partir, même quand je le repoussais, il n'a jamais cessé de se battre pour moi. Quelque chose changea dans l'atmosphère de la pièce. Un subtil réalignement que Silas ressentit plus qu'il ne le vit. Eden ne se contentait pas de le défendre. Il faisait un choix. Le choix de croire en son père malgré ses défauts et ses échecs. Mercé le sentit aussi, son expression se durcissant. Touchant, mais cela ne change rien à la suite. Et quoi exactement, demanda Silas en s'approchant encore. Tu tues une classe d'innocents pour venger un homme qui te sacrifierait sans hésiter. Alors que le doigt de Mercé se serrait sur la détente, Eden bondit vers le haut, écartant l'arme d'une main tout en saisissant un bécher de produits chimiques sur la table du laboratoire de l'autre. Le contenu,
Une sorte d'acide, Silu la prendrait plus tard, gicla sur le visage de Mercé, provoquant un hurlement de douleur. Silas s'empressa de le plaquer au sol au moment où le coup partait, la balle s'enfonçant dans le plafond. Ils s'accrochèrent brièvement avant que Silas ne reprenne le contrôle, immobilisant la main de Mercé tenant l'arme au sol tout en lui enfonçant le genou dans le plexus solaire. Brèche! Brèche! Cria Silas dans son micro. En quelques secondes, l'équipe tactique envahit la pièce, sécurisant Mercé et évacuant les étudiants. Dans le chaos de l'extraction, Silas retrouva Eden et le serra dans ses bras. C'était incroyablement courageux, dit-il d'une voix rauque d'émotion. Et incroyablement stupide. Apprends des meilleurs, répondit Eden en tentant un sourire tremblant. Tandis qu'ils étaient escortés hors du bâtiment, Silas garda un bras autour des épaules de son fils. Tous deux s'imaginaient la difficulté de leur fuite. Dehors, Laurel se précipita vers eux, serrant Eden dans ses bras désespérés tandis que Brun s'approchait avec plus de prudence, son soulagement se manifestant par un léger tremblement dans ses mains. C'est fini, leur dit Silas. Mercé était la dernière pièce de Walsh. Il n'y en aura pas d'autre. Mais alors même qu'il prononçait ces mots rassurants, Silas remarqua l'expression troublée d'Eden, les questions qui se dessinaient dans son regard. Papa, dit Eden doucement en se dégageant de l'étreinte de Laurel. Ce que Mercé a dit à propos de toi, d'accepter le marché, de transiger sur tes principes, était vrai, admit Silas, refusant de cacher cette réalité à son fils. J'ai fait le mauvais choix, Eden. Non par malveillance ou par intérêt personnel, mais par peur et par confusion, et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de me rattraper. Eden réfléchit à cela, son jeune visage solennel, empreint d'une compréhension inouïe pour son âge. C'est pour ça que tu ne m'as jamais abandonné ? Même quand je t'ai repoussé, en partie, reconnu Silu, mais surtout parce que tu es mon fils, et que je ne ferai rien au monde pour te protéger. Tandis que le personnel médical examinait Eden et que les agents du FBI sécurisaient les lieux, Silas se retrouva légèrement à l'écart, observant sa famille, blessée mais intacte, séparée mais unie par des liens qui s'étaient pliés sans jamais être complètement rompus. Quinn s'approcha, l'air professionnel mais avec une pointe de respect. Mercé parle, l'informa TL, confirmant tout ce que tu nous avais dit sur l'opération de Walsh. Grâce à son témoignage, nous pouvons clore définitivement cette affaire. Bien, dit simplement Silas. Alors ma famille pourra enfin avancer. À ce propos, Quinn hésita. Mercé mentionna autre chose. Quelque chose à propos d'un centre sécurisé où Walsh conservait des documents de chantage supplémentaires.